Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Tour de France 2018 qui se déroulera du 7 au 29 juillet 2018. Cette édition partira de Noirmoutier en Lille et arrivera à Paris Champs-Élysées comme tous les ans. Cette édition sera la 105e. Voilà. Cette édition empruntera un pays étranger qui est l'Espagne. En passant dans les Pyrénées, ils emprunteront un petit moment une province espagnole. Ensuite, on va passer au détail des étapes. Donc l'étape 1 ira de Noirmoutier jusqu'à Fontenay-le-Comte. C'est une étape de plaine qui devrait convenir aux sprinters, même si cette étape comporte quelques bosses. Ensuite, l'étape 2 qui se déroulera entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. C'est une étape de plaine qui devrait également convenir aux sprinters. Ensuite, la troisième étape, également en Bretagne, est un contre-la-montre par équipe qui devrait faire des différences entre les différentes formations. Ce contre-la-montre est assez plat. Ensuite, la quatrième étape entre La Baule et Sarzeau est une étape de sprint, enfin de plaine, qui conviendra sûrement aux sprinters. L'étape 5 va grimper un petit peu, car c'est une belle étape de vallon, un petit peu un profil à la Liège-Bastogne-Liège. Cette étape ira de Lorient jusqu'à Quimper, puis la sixième étape ira de Brest jusqu'à Mur de Bretagne, également une belle étape assez vallonnée. Ensuite, la septième étape qui ira de Fouchères jusqu'à Chartres, donc cette étape est de plaine, donc elle devrait convenir aux sprinters. Puis la huitième étape ira de Dreux jusqu'à Amiens, donc cette étape est une nouvelle étape de plaine qui devrait convenir aux sprinters. Puis la dernière étape de la première semaine est l'étape 9 qui ira de Arras jusqu'à Roubaix. Donc cette étape est une étape de pavé qui devra vraiment faire très mal aux jambes et pourrait faire de gros écarts entre les différents favoris. Ensuite, on passe à l'étape 10 qui ira de Annecy jusqu'à Le Grand-Bornand. Cette étape est la première des étapes des Alpes. Ensuite, on va passer à une deuxième étape de montagne qui ira de Albertville jusqu'à La Rosière. Puis l'étape 12 qui ira de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à l'Alpe d'Huez. Une nouvelle fois l'Alpe d'Huez. Le dernier vainqueur à l'Alpe d'Huez n'est autre que Thibaut Pinot. Et les trois derniers vainqueurs à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France sont trois Français. L'étape 13 ensuite ira de Bourdoisan jusqu'à Valence. C'est une étape de plaine, donc qui devrait convenir aux sprinters. Mais attention, cette étape comporte un risque de bordure fort car il y a énormément de vent sur ce parcours. Ensuite, on passe à l'étape 14 qui est une étape vallonnée entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mende. Donc c'est une belle étape très vallonnée avec notamment le col de Mente, donc la montée Jalabert, qui est très dure et qui a été empruntée en 2015 par le Tour de France. Ensuite, on passe à l'étape 15 qui est une étape qui ira de Millau jusqu'à Carcassonne. Donc cette étape est une étape de vallon qui devrait convenir au puncher tout simplement. Puis la dernière étape de la deuxième semaine, d'ailleurs c'est la dernière étape de la deuxième semaine, l'étape entre Millau et Carcassonne. Mais ensuite nous allons passer aux Pyrénées avec notamment la première étape après la journée de repos qui est l'étape entre Carcassonne et Bagnères de Luchon. Donc première étape de montagne dans les Pyrénées. Ensuite la deuxième étape de montagne dans ces Pyrénées est l'étape qui ira de Bagnères de Luchon jusqu'à Saint-Lary-Soulan, col du Portet. Puis la 18e étape ira de Trie-sur-Baise jusqu'à Pau. Donc c'est une étape qui devrait sûrement convenir aux baroudeurs. Et les baroudeurs devraient tirer leur épingle du jeu. Une étape assez vallonnée. Puis l'étape 19 ira de Lourdes jusqu'à Laruns. Donc encore une étape de montagne. Puis la 20e étape, la dernière étape avant l'arrivée au champ, est une étape qui ira de Saint-Pé-sur-Nivelle jusqu'à Espelette. C'est un contre-la-montre qui est très vallonné, donc attention. Et c'est pas un contre-la-montre tout plat qui devrait forcément favoriser les rouleurs, mais les grimpeurs pourraient vraiment tirer leur épingle du jeu avec une belle ascension dans le final. Et la dernière étape de cette édition sera entre Houille et Paris-Champs-Élysées, donc une étape qui, comme tous les ans, devrait convenir aux sprinters. On va dire qu'il y a 99% de chances que cette étape se termine au sprint. Ensuite, on va passer au profil des étapes clés de ce 105e Tour de France. Donc, les trois étapes clés que j'ai identifiées en première semaine seront l'étape 5, l'étape 6 et l'étape 9. Donc, 2 étapes en Bretagne et une étape dans le Nord. Donc, l'étape 5 qui ira de Lorient jusqu'à Quimper. Vous voyez le profil, c'est un profil très vallonné, comme je le disais, un petit Liège-Bastogne-Liège car
l'étape est un peu moins longue, bon, 203 km tout de même, mais c'est une belle étape vallonnée qui pourrait vraiment faire des écarts si certains favoris décident de faire une étape très rapide pour pouvoir éliminer des favoris peu en forme en ce début de Tour de France. Ensuite, l'étape 6 qui ira de Brest jusqu'à Mur de Bretagne, comme on l'a vu il y a 2 ans, qui peut faire de beaux écarts, où Alexis Villarmot, je pense, participera à cette édition et voudra conserver son titre. Cette étape fera 180 km. Là, vous voyez devant vous le final de cette étape, hein, quand même vraiment vallonnée. Et la dernière étape clé que j'ai identifiée dans cette première semaine est l'étape qui ira de Arras jusqu'à Roubaix, donc l'étape 9. C'est une étape de 154 km qui est vraiment qui comporte énormément de pavés, car c'est la première fois depuis 50 ans que le Tour sur une seule étape comporte autant de pavés. Les organisateurs voulaient vraiment que cette étape puisse servir à quelque chose, et peut-être qu'il y a un renversement de situation au classement général. Ensuite, on va passer au profil des étapes clés en deuxième semaine. Donc voilà, la première étape clé en deuxième semaine est l'étape 10 qui ira de Annecy jusqu'à Le Grand Bornand, donc la première étape dans les Alpes. Cette étape fera 159 km, c'est une belle étape de montagne qui se termine par une descente. Cette étape comporte le plateau de Glières où il y a une partie qui est en terre et qui est donc non asphaltée. Cette montée va vraiment être très dure, car c'est une montée qui fait un petit peu plus de 6 km à 11% de pente moyenne, donc ça devrait faire énormément d'écart. Ensuite, nous avons également dans cette étape le col de la Colombière, le col de la Rome d'abord, puis le col de la Colombière. Donc voilà, c'est quand même une étape très très dure, comme vous le voyez, même si cette étape se terminera par une descente, et donc les favoris ne voudront peut-être pas griller des cartouches. Ensuite, je vous dis que la deuxième étape clé de cette deuxième semaine est l'étape 11, qui ira de Albertville jusqu'à La Rosière, une étape courte, 108 km, donc très intensive, qui comportera 4 cols, dont l'arrivée à La Rosière très dure. Donc il y a d'abord la montée de Bizane, donc voilà, qui fait 12 km avec un petit peu plus de 8% de pente moyenne. Puis le col du Pré, qui est très long, enfin qui enchaîne directement avec le col du Roseland. Le total de ces deux cols fera 25 km. Donc on peut dire quand même que ça va faire très très mal aux jambes. Ensuite, on passe à la troisième étape clé de cette deuxième semaine qui ira de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à l'Alpe d'Huez. Cette étape fera 175 km. C'est une belle étape de montagne qui comporte le col de la Croix de Fer, le col de la Madeleine et le col de l'Alpe d'Huez. Donc comme on le sait, le col de la Croix de Fer fait 25 km et à 5% de pente moyenne. Le col de la Madeleine fait une vingtaine de kilomètres à 6% de pente moyenne, et l'Alpe d'Huez fait un peu plus de 13 km à 7-8% de pente moyenne. Donc voilà, ça va être une étape très très dure, et les Français voudront tenter de conserver l'avantage qu'ils ont eu au cours des 3 dernières éditions, puisque les 3 derniers vainqueurs à l'Alpe d'Huez sont des Français. Ensuite, on passe à, selon moi, la dernière étape que j'ai identifiée en tant que étape clé de cette deuxième semaine, qui est l'étape 14, qui ira de Saint-Paul-Trois-Châteaux jusqu'à Mende. Cette étape fait 187 km. L'arrivée à Mende s'est déjà faite en 2015, et le tenant du titre est Stephen Cummings, qui avait maté Thibaut Pinot et Romain Bardet. Donc cette étape comportera le col de la Croix-Neuve, qui est une montée très très dure. Ensuite, on passe aux étapes clés de la troisième semaine, donc l'arrivée dans les Pyrénées, avec l'étape qui ira de Carcassonne jusqu'à Bagnères-de-Luchon, 218 km, étape très longue qui devrait vraiment faire très mal aux jambes. Cette étape comporte le col du Portet d'Aspet, le col de Mente. Donc cette étape risque quand même d'être très dure. Puis ensuite, nous allons voir le dernier col de la journée, qui sera le col du Portillon. C'est cette étape-là qui fera un petit passage à l'étranger, donc dans une province espagnole. Ensuite, on passe à l'étape 17. Et c'est une étape qui se déroule entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, col du Portet. Donc cette étape fera 65 km, donc c'est l'étape vraiment ultra explosive. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps au Tour de France. Donc cette étape devrait vraiment faire très mal, car elle comporte 3 montées. Le col de Val-Louron-Azay qui fait 7 km
7 km à 8% de pente moyenne, sera le deuxième col de la journée. Le premier col de journée est la montée de Péragude qui fait 14 km à 6-7% de pente moyenne. Et la dernière montée de la journée, la montée de Saint-Lary-Soulan, col du Portet, qui fait 12 km à 8-9% de pente moyenne. Donc cette étape devra vraiment être très explosive et peut certains coureurs peuvent vraiment faire tout péter de loin. Ensuite, on passe à la troisième étape clé que j'ai identifiée en troisième semaine, qui est l'étape qui ira de Lourdes jusqu'à Larune. Cette étape fait 200 km. Elle comportera notamment le col du Tourmalet et le col de l'Aubisque et du Border. Donc cette étape risque vraiment d'être très difficile. Même si ce n'est pas une arrivée au sommet, elle risque d'être décisive car les organismes peuvent être vraiment atteints et si une équipe décide de lancer les hostilités de loin, les coureurs qui ne seront pas assez en forme en troisième semaine risquent de le payer très cher. Et la dernière étape que j'ai identifiée clé en troisième semaine est l'étape 20 qui ira de Saint-Pé-sur-Nivelle jusqu'à Espelette. C'est un contre-la-montre. Bien sûr, les contre-la-montre ont toujours de grands écarts entre ceux qui sont plus spécialistes de la discipline et les grimpeurs qui tentent vraiment de limiter la casse. Mais ce parcours peut limite avantager les grimpeurs car c'est un parcours vraiment très vallonné. Il comporte une grosse bosse dans ce parcours. Donc attention, cette étape pourrait faire de gros écarts, mais pas comme on l'imagine pour des purs rouleurs. Elle fait 31 km, donc attention. Et la dernière chose que je voulais vous dire pour la présentation du Tour de France 2018 sont les antécédents de la course. Donc l'année dernière, le résultat est tel que Christopher Froome avait triomphé pour la 4e fois en 86 heures, en un peu plus de 86 heures. Il devançait Rigoberto Urán de 54 secondes, le Colombien de la Cannondale. Romain Bardet, le premier français de cette édition de AG2R, la mondiale à 2 minutes 20, puis son coéquipier, le coéquipier de Christopher Froome, Mikel Landa, l'espagnol de la Sky, à 2 minutes 21, donc à seulement une seconde du podium. Fabio Aru est le premier italien, il complète le top 5 et il est de la Astana. Il arrive à 3 minutes 05, puis Dan Martin arrive à 4 minutes 42, il est irlandais, il vient de la Quick Step. Simon Yates ensuite de la Orica Scott, le deuxième anglais de ce top 10 est à 6 minutes 14. Louis Mentis, deuxième jeune derrière Louis Mentis de cette édition arrive 2 minutes 06 derrière Simon Yates. Puis Alberto Contador arrive quasiment à 30 secondes derrière Louis Mentis. Et Warren Barguil, le double vainqueur d'étape et maillot à poids de cette édition, termine à 9 minutes 25 du Britannique Christopher Froome. Et puis pour les derniers vainqueurs de l'épreuve, donc de 2000 à 2005, il n'y a eu aucun vainqueur, s'il y a eu Lance Armstrong, mais il a été déchu de ses titres, et on peut également inclure l'édition 99. Jan Ullrich s'est vu terminer 3 fois deuxième et 1 fois troisième. Puis il y a également eu Josepa Bellocchi qui a fait 2 fois troisième, 1 fois deuxième. Raymond Das-Rumsas, une fois a fait troisième, tout comme Vinokourov. Et Basso a également fait 1 fois deuxième, 1 fois troisième. Quant à Andreas Klöden, il a réalisé également une deuxième place. Ensuite, on va voir les éditions 2006, notamment Oscar Pereiro a remporté cette édition sur déclassement de Floyd Landis, un autre américain. Andreas Klöden a fait deuxième de cette édition, Carlos Sastre complète le podium. Puis l'édition suivante, Alberto Contador a remporté son premier Tour de France en devançant Cadel Evans et Levi Leipheimer. Puis en 2008, Carlos Sastre s'est imposé devant Cadel Evans et Bernard Cole. En 2009, Alberto Contador devance Andy Schleck et Lance Armstrong. Il n'a pas été déchu de cette édition. Voilà donc pour le quadruplé espagnol d'affilée, 4 victoires différentes des Espagnols. Puis en 2010, on pensait qu'il y avait eu un quintuplé des Espagnols, mais Alberto Contador a été déclassé pour dopage. Donc Andy Schleck récupère la victoire de ce Tour de France, Tour de France 2010, où il devancera finalement Denis Menchov, le Russe, et Samuel Sanchez, l'Espagnol. En 2011, nous assistons à la première victoire d'un Australien sur la Grande Boucle, qui n'est autre que Cadel Evans, qui devance Andy Schleck et Frank Schleck, donc de luxembourgeois. Puis Bradley Wiggins remporte la première victoire britannique sur le Tour de France en 2012. Il devance son coéquipier Christopher Froome et Vincenzo Nibali, l'Italien, qui réalise son premier podium sur la Grande Boucle. Puis en 2013, nous assistons à la première victoire de Froome qui était attendue car il a extra-dominé la saison. Il devance le jeune Colombien Nairo Quintana, qui se révèle être l'un des meilleurs grimpeurs du monde, et troisième place pour Joaquim Rodriguez, l'expérimenté espagnol de la Katusha. Ensuite, en 2014, Vincenzo Nibali remporte sa première grande boucle et
est donc le 7e coureur à avoir remporté les 3 grands tours dans sa carrière. Puis Jean-Christophe Perrault fera 2e et la 3e place pour Thibaut Pinot, donc 2 Français sur le podium, ce qui n'était pas arrivé depuis une vingtaine d'années. En 2015, Christopher Froome remporte sa 2e grande boucle en devançant à nouveau Nairo Quintana, et cette fois c'est son coéquipier Alejandro Valverde, le coéquipier de Nairo Quintana qui termine également sur le podium. En 2016, Christopher Froome gagne son 3e Tour de France. Il devance Romain Bardet et Nairo Quintana. Donc un nouveau podium pour la France avec Romain Bardet, et Nairo Quintana réalise son 3e podium en autant d'éditions faites. Et en 2017, Christopher Froome devance Rigoberto Urán et Romain Bardet, donc encore un Colombien sur la boîte. Et Romain Bardet termine à nouveau sur le podium, donc c'est très bien. Mais Quintana, en 4 éditions, n'aura pas terminé 4 fois sur le podium, puisque cette édition, il la termine 12e. Donc voilà pour les antécédents de la course. C'était Vélo Analyse par Louis. Je vous présentais le Tour de France 2018. Et à la prochaine. Ciao, ciao.